Bonjour à toutes et à tous. Et si ce que nous appelons l'actualité n'était pas simplement un reflet du monde, mais une construction? Chaque jour, nous lisons, écoutons, commentons des informations. Mais avons-nous vraiment conscience de la manière dont elles sont sélectionnées, interprétées et transformées en enjeux politiques? À travers leur ouvrage, Luc Boltanski et Arnaud Esquer nous invitent à porter un regard différent sur ce flux d'informations dans lequel nous sommes plongés en permanence. Leur analyse nous pousse à comprendre comment se fabriquent nos opinions et surtout, comment l'actualité devient un véritable espace de débat démocratique à l'ère numérique. Les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Esquer ont publié début 2022 un livre intitulé « Qu'est-ce que l'actualité politique ?» Ils y analysent comment se forment les opinions aujourd'hui et sont venus présenter leur travail à Sciences Po Lille. Leur étude s'appuie sur un grand nombre de commentaires laissés dans les médias, notamment dans Le Monde. Pour comprendre leur méthode, il faut savoir pourquoi ils ont choisi d'étudier ces commentaires. Selon Boltanski, c'est une façon originale de voir comment les opinions se construisent. Habituellement, on utilise des sondages, mais comme le rappelle Pierre Bourdieu, les réponses dépendent souvent de la manière dont les questions sont posées. Les entretiens, eux, peuvent être biaisés parce que les gens cherchent à se montrer sous leur meilleur jour. Quant aux discussions informelles, comme celles dans les cafés, elles sont difficiles à observer. Les commentaires en ligne, en revanche, permettent d'avoir des réactions spontanées, prises sur le vif. Les chercheurs ont aussi pu accéder à une grande quantité de données grâce aux plateformes de modération, ce qui leur a permis d'analyser les réactions des internautes sur une période donnée. Ils ont remarqué que beaucoup de lecteurs pensent que les médias influencent l'opinion publique, une idée déjà développée par l'école de Francfort. Ce qui est surtout critiqué, ce n'est pas les faits eux-mêmes, mais la manière dont les journalistes les présentent et les sélectionnent. En même temps, les internautes font attention à ne pas passer pour des complotistes. De son côté, Esquer explique que leur livre part d'une inquiétude sur l'état de la démocratie. Leur objectif est de comprendre concrètement comment elle fonctionne aujourd'hui. Ils rejettent deux visions opposées. L'une affirme que la vraie démocratie n'existe pas encore et qu'on vit dans une forme d'oligarchie. L'autre considère qu'elle s'est dégradée, notamment à cause des réseaux sociaux. Eux préfèrent se demander comment la démocratie peut continuer à fonctionner à l'ère du numérique. Puisque la démocratie repose sur la critique, ils se sont aussi interrogés sur les conditions qui la rendent possible. Par exemple, l'anonymat sur Internet permet aux gens de s'exprimer plus librement, parfois sans retenue. Esquer souligne aussi l'importance de l'ironie dans les commentaires. C'est une manière, pour les internautes, de se valoriser et de contester les journalistes, en sachant que ces derniers ne répondront généralement pas. Cela traduit une volonté de remettre en question le rapport de pouvoir entre les médias et leur public. Après avoir travaillé sur les transformations récentes du capitalisme, notamment avec le développement de ce qu'ils appellent une économie de l'enrichissement, Luc Boltanski et Arnaud Esquer s'intéressent ici à la notion d'actualité. Pour eux, l'actualité correspond à l'ensemble des informations et des connaissances sur le monde qui nous entoure, dans lesquelles nous sommes tous plongés au quotidien. Ils expliquent que cette actualité fonctionne à travers deux mécanismes liés. D'abord, il y a ce qu'ils appellent la mise en actualité. C'est le travail des médias qui consiste à faire connaître des événements à un large public, même si les gens ne les ont pas vécus directement, en les décrivant et en les interprétant. Ensuite, il y a la politisation. Certains de ces événements deviennent des questions politiques, c'est-à-dire des sujets qui concernent toute la société et qui doivent être pris en charge par l'État. Ces deux processus sont différents, mais ils fonctionnent ensemble.
L'actualité met surtout en avant des sujets qui sont déjà politiques ou qui peuvent le devenir, tandis que la politisation s'appuie sur des faits tirés de l'actualité pour se développer. Le livre est organisé en deux grandes parties. La première propose une réflexion théorique pour mieux comprendre ce qu'est l'actualité. La seconde repose sur l'analyse concrète de nombreux commentaires en ligne, classés en plusieurs catégories. L'objectif est de suivre de près la manière dont les individus construisent leurs opinions, avec leurs hésitations, leurs changements d'avis et leurs évolutions. Les auteurs cherchent ainsi à observer les opinions politiques en train de se former, plutôt que d'appliquer directement des explications toutes faites, comme le fait parfois la sociologie classique, lorsqu'elle relie trop rapidement les idées des individus à leur position sociale. Dans le premier chapitre, Luc Boltanski et Arnaud Esquer retracent l'origine de la notion d'actualité et proposent un bref retour sur l'histoire de la presse en Occident. En s'appuyant sur les travaux de Andrew Pettigrew, ils expliquent que l'idée moderne d'actualité apparaît à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, les journaux deviennent plus nombreux, circulent davantage et leur contenu évolue. Avant cela, la presse servait surtout les milieux commerciaux, qui cherchaient des informations utiles pour leurs affaires, notamment sur des événements lointains. Mais peu à peu, elle change de rôle. Elle se met à analyser les grands mouvements politiques et sociaux, souvent avec un point de vue engagé. L'actualité permet ainsi aux individus de suivre des événements auxquels ils n'ont pas accès directement, soit parce qu'ils sont éloignés géographiquement, soit parce qu'ils se déroulent dans des milieux auxquels ils n'appartiennent pas. Autrement dit, elle nous fait participer à distance à des réalités qui dépassent notre expérience quotidienne. Cela crée une forme de paradoxe. Les informations dont on parle tous les jours concernent souvent des situations sur lesquelles on n'a aucun contrôle direct, mais qui influencent quand même notre vie, comme les guerres ou les crises économiques. Les auteurs rappellent aussi les principales critiques adressées à l'actualité. La première concerne la culture de l'instant. On reproche aux médias de se focaliser sur le présent sans prendre assez de recul ni expliquer les causes profondes des événements, contrairement au travail des historiens. La seconde critique porte sur la fiabilité. Certains accusent les médias de déformer la réalité, voire de mentir, à travers la manière dont ils présentent l'information. Dans les deuxième et troisième chapitres, Luc Boltanski et Arnaud Esquer s'intéressent à la manière dont les journalistes choisissent les faits qu'ils jugent importants. Ils expliquent que ce choix dépend toujours de leurs valeurs, de leur centre d'intérêt et de leur manière de voir le monde. Autrement dit, l'actualité n'existe pas toute faite. Elle se construit à partir d'une sélection de faits, auxquels on ajoute un contexte et une interprétation. Un même événement peut donc être présenté de différentes façons, selon le style de l'article ou la manière dont on l'explique. Par exemple, un fait peut être traité comme un simple fait divers, ou au contraire comme un exemple d'un problème plus large. Les auteurs distinguent aussi deux aspects dans les événements, leur importance immédiate et leur capacité à durer dans le temps. Un événement très spectaculaire, comme un grand séisme, peut faire la une des médias, mais disparaître rapidement s'il n'y a pas de suite ou de nouveaux éléments pour relancer l'attention. À l'inverse, certains faits prennent de l'ampleur progressivement parce qu'ils s'inscrivent dans une série ou révèlent un problème plus global. C'est ce qu'il montre avec l'exemple de la tuerie de Saint-Just. Au départ, l'événement est traité comme un fait divers isolé, celui d'un individu violent. Mais au fil de l'enquête, de nouveaux éléments apparaissent, notamment des liens avec des milieux survivalistes. L'affaire change alors de dimension. Elle est requalifiée comme un problème plus large, lié à la surveillance de certains mouvements extrémistes. À partir de cet exemple, les auteurs expliquent que ce qui donne vraiment de l'importance à un événement, c'est sa politisation. Cela signifie qu'un fait
au départ isolé, est progressivement rapproché d'autres faits similaires et perçu comme faisant partie d'un problème collectif. À ce moment-là, il ne s'agit plus seulement d'un cas individuel, mais d'une question publique qui appelle une réponse politique, notamment de la part de l'État. Dans le 4e chapitre, Luc Boltanski et Arnaud Esquer font le lien entre la partie théorique du livre et l'analyse concrète qui suit. Ils commencent par expliquer comment, dès le XVIIIe siècle, s'est développée une véritable culture du débat. Cette culture valorise des échanges calmes et respectueux, tout en évitant les conflits trop personnels ou trop violents. En effet, parler de politique n'est jamais anodin. Cela peut rapprocher les individus autour d'idées communes, mais aussi créer des oppositions fortes. C'est pourquoi ces discussions sont souvent encadrées ou évitées, car elles peuvent fragiliser les relations sociales. Dans le 5e chapitre, les auteurs se concentrent sur le journal Le Monde. Ils retracent son histoire, son public et sa position dans le paysage médiatique. Fondé après la Seconde Guerre mondiale, il s'inscrit dans la continuité du journal Le Temps, dont il reprend certains éléments comme le style ou une partie de l'équipe. Cependant, Le Monde se distingue par une ligne éditoriale différente. Il adopte des positions anticolonialistes et critiques envers les États-Unis, tout en restant opposé au communisme. Aujourd'hui, il est considéré comme un journal de référence en France, presque une institution. Il traite surtout de politique nationale et internationale et s'adresse principalement à un public urbain, plutôt aisé, majoritairement masculin et vieillissant. Enfin, sa manière de traiter l'information reste fidèle à la culture du débat évoquée plus tôt. Le ton est mesuré, les prises de position sont généralement modérées et les oppositions sont peu marquées, à l'exception notable de certaines critiques, notamment envers l'extrême droite. Dans le 6e chapitre, Luc Boltanski et Arnaud Esquer analysent les règles qui encadrent les commentaires en ligne, en particulier la modération. Celle-ci agit comme une forme de censure organisée, confiée à une entreprise privée par Le Monde pour surveiller les échanges. Lorsqu'un message est supprimé, il disparaît entièrement et devient inaccessible à tous. Environ 17% des commentaires sont concernés. Cette modération vise surtout les propos illégaux, comme les incitations à la haine, plutôt que le langage familier, qui est d'ailleurs peu présent chez les lecteurs du journal. Les auteurs remarquent aussi une différence importante avec les lettres de lecteurs des années 1980. À l'époque, les gens écrivaient surtout pour raconter une expérience personnelle. Aujourd'hui, dans les commentaires en ligne, ils expriment plutôt des opinions générales sur des sujets politiques, un peu comme le feraient des responsables publics. Dans le 7e chapitre, les chercheurs s'intéressent aux motivations des internautes. Ils distinguent deux profils, ceux qui utilisent leur vrai nom et ceux qui préfèrent un pseudonyme. Même si Le Monde connaît l'identité réelle de tous les abonnés, le pseudonyme permet de ne pas assumer publiquement ses propos. Les personnes qui signent de leur nom cherchent souvent à affirmer leur statut social et à maintenir une certaine reconnaissance. Cela correspond à un lectorat composé en grande partie de personnes ayant occupé des positions importantes, mais qui peuvent ressentir une perte de statut avec le temps. À l'inverse, ceux qui utilisent un pseudonyme expriment plus facilement leur colère ou leur indignation, sans craindre le regard des autres. Malgré ces différences, tous se concentrent surtout sur des sujets politiques, étudiés dans le 8e chapitre. Un problème devient politique lorsqu'il concerne l'ensemble de la société et relève de l'action des pouvoirs publics. Mais ce qui est considéré comme politique évolue constamment. Certains sujets passent du domaine privé au débat public, tandis que d'autres font le chemin inverse. Par exemple, des questions comme la sexualité ont progressivement été politisées. Ces sujets attirent beaucoup de réactions, car ils suscitent souvent de l'inquiétude et de l'incertitude, ce qui peut favoriser des discours très tranchés, promettant un retour à l'ordre.
Enfin, le 9e chapitre prend du recul en proposant une perspective historique. Les auteurs montrent que l'évolution des débats politiques est liée aux idéologies, c'est-à-dire à des systèmes d'idées qui désignent des problèmes, proposent des solutions et identifient des adversaires. En s'appuyant notamment sur les travaux de Eve Chiapello, il souligne un tournant important dans les années 1970. De nouveaux thèmes apparaissent, comme la critique de la société industrielle, la liberté sexuelle ou le féminisme, alors que les débats étaient auparavant centrés sur le travail et les questions économiques. Pour conclure, les auteurs rappellent que même si le monde se présente comme neutre et au-dessus des partis, il reste un acteur politique. En effet, choisir quels faits traiter, comment les présenter et les interpréter, implique toujours un certain point de vue sur la réalité. Cet ouvrage, à la fois riche et dense, propose une réflexion stimulante, nourrie par de nombreuses références. Il s'inscrit dans la continuité des travaux menés par Luc Boltanski depuis les années 1980, notamment sur le courrier des lecteurs ou encore sur la notion d'idéologie. Il apporte aussi une contribution importante à plusieurs domaines, comme la sociologie des médias, l'étude de la construction des problèmes publics et celle de la politisation. On peut toutefois noter une limite. L'analyse repose presque uniquement sur les commentaires d'un seul journal, Le Monde, sur une période assez courte de 2 mois. Cela peut donner une vision partielle. Mais en réalité, accéder à ce type de données est très difficile pour les chercheurs, surtout lorsqu'il s'agit de commentaires supprimés par la modération. Les pistes proposées dans ce livre peuvent servir de point de départ à d'autres recherches. Par exemple, en étudiant d'autres journaux, d'autres sensibilités politiques, ou encore des commentaires publiés par des internautes non abonnés. Mais cela pose un problème important. Comment distinguer les vrais commentaires de ceux qui sont manipulés, notamment par des trolls liés à des États ou à des groupes d'intérêt? Au final, ce livre est intéressant autant pour les idées qu'il développe que pour les défis méthodologiques qu'il met en lumière. Il ouvre la voie à de nouvelles recherches, en invitant à mieux intégrer les espaces numériques dans les études sociologiques. Ce travail montre que l'actualité ne se limite pas à rapporter des faits. Elle résulte d'un processus de sélection, de mise en récit et d'interprétation. Les médias, comme Le Monde, jouent un rôle central dans cette construction, en mettant en avant certains événements plutôt que d'autres et en leur donnant un sens particulier. Mais l'originalité de cette étude réside aussi dans l'analyse des commentaires en ligne. Ces espaces deviennent des lieux où les citoyens réagissent, débattent, critiquent et participent eux-mêmes à la fabrication du sens. On y observe des opinions en train de se construire, entre indignation, ironie et volonté de reconnaissance sociale. Les auteurs montrent également que tous les sujets ne deviennent pas automatiquement politiques. C'est le processus de politisation qui transforme certains faits en problèmes publics nécessitant une intervention de l'État. Et dans ce contexte, les débats en ligne révèlent à la fois les tensions de notre société et les nouvelles formes d'expression démocratique. Enfin, cette réflexion met en lumière un enjeu majeur de notre époque. Comprendre comment la démocratie peut continuer à fonctionner dans un monde dominé par les médias et les espaces numériques, où l'information circule vite, mais pas toujours de manière neutre. Si cette analyse vous a permis de voir l'actualité autrement, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour enrichir le débat. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus qui vous aideront à mieux comprendre les grandes idées qui façonnent notre monde, aujourd'hui et demain.